le plaisir de se rencontrer entre amis, de se taper dans le dos, de rire à gorge déployée, et c'est bien. Mais nous devons mener à terme cette table. Comment désinforme-t-on? Merci de réserver un accueil de star à nos 3 invités. Voici Samira El Gadir, bonjour. Vous êtes journaliste, responsable du service de fact-checking, les vérificateurs sur LCI. À ma gauche, Sébastien Dieguez, bonjour. Bonjour. Docteur en neurosciences, s'intéresse au complotisme, au lien entre psychologie et littérature, à la formation des croyances. Et enfin, Pascal Marchand, bonjour. Bonjour. Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse, spécialiste en analyse des données textuelles massives pour l'étude des discours politiques et médiatiques. On va surtout commencer avec vous, Pascal, pour poser un peu le débat, parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait un parti pris, on avait anglais la table spécifiquement avec 2 des invités qui étaient plutôt sur la santé, donc on aurait peut-être dû le préciser dans l'intitulé de la table, mais là, comment désinforme-t-on, c'est suffisamment large pour qu'on traite de différents points de vue, mais peut-être poser la chose, qu'est-ce qu'on entend par désinformation finalement, Pascal? Alors justement, je ne suis peut-être pas le mieux placé de nous 3 pour répondre à cette question-là. Et c'est à vous que je m'adresse. Oui, parce que j'ai la chance en tant que chercheur de la poser un peu différemment. C'est-à-dire, contrairement à Samira par exemple, on en discutait qu'il y a une responsabilité à avoir. Alors comment on la poserait en tant que chercheur? Et nous, on peut ne pas poser la question, savoir par exemple qu'est-ce que c'est qu'une fake news par rapport à une true news, qu'est-ce que c'est qu'une bonne information ou une mauvaise information, une information qui sent bon le complotisme ou une information qui est plus factuelle. On peut ne pas se poser cette question-là en amont et développer des technologies d'extraction d'informations massives. Donc, par exemple, sur les vaccins, les dernières choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est 135 000 commentaires sur des sites de France Info à propos de la vaccination. Et donc, on prend ça et puis on n'a aucun a priori dessus. On développe dessus des algorithmes de classification et on regarde ce que ça nous restitue. Et on voit qu'effectivement, ces barrières de désinformation, information, réinformation, quelquefois, sont pas extrêmement fragile, qu'il y a des processus qui peuvent être les mêmes, mais aussi des processus qui peuvent être différents entre des gens qui ont une véritable volonté de véhiculer de l'information factuelle, de l'information qui va être vérifiée et puis qui va reposer sur des bases descriptives, et puis d'autres informations qui sont beaucoup plus symboliques, qui vont introduire la vaccination, par exemple, pour ce qui me concerne, mais on parlera peut-être d'autres choses, dans des relations sociales, dans des relations symboliques, où il ne s'agit plus de décrire, mais il s'agit de justifier, il ne s'agit plus de comprendre, mais il s'agit de faire agir des relations d'alliance, d'opposition entre les groupes, entre des individus, et que ce qui est important à ce moment-là n'est pas comprendre qu'est-ce que c'est que la vaccination et pourquoi inciter les gens, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire la vaccination dans un espace beaucoup plus vaste qui fait intervenir l'identité des personnes, les relations entre les personnes, et finalement, moi-même, comment je me positionne par rapport à cette connaissance qui finalement reflète beaucoup plus des relations entre les gens que des connaissances d'objets. Et donc, on travaille sur ces stratégies-là et on voit comment cette valeur sociale qu'on peut attribuer à un objet, comme la vaccination, peut prendre différentes formes, peut mettre les gens dans des conflits qu'on appelle des conflits socio-cognitifs entre leurs affinités et leurs connaissances, peut mobiliser des personnalités. Pourquoi on fait apparaître assez systématiquement Macron ou Castex ou l'Europe dans des choses sur les vaccins? Pourquoi est-ce qu'il y a des connexions entre certains messages sur les vaccins et puis d'autres théories qui, a priori, n'ont rien à voir, comme la Terre est plate ou des choses comme ça? Comment aussi on peut impliquer alors des choses plus générales qui prennent le vaccin mais qui l'élargissent, donc le rôle de Big Pharma, le rôle des laboratoires pharmaceutiques dans la propagation d'un certain nombre de choses, et puis aussi des valeurs alors très très générales sur la liberté. Comment cette question du vaccin, finalement, va renvoyer à des gens la liberté. Du coup, là-dedans, qu'est-ce que c'est qu'une bonne information ou une mauvaise information? Ça devient compliqué. C'est des informations qui, objectivement, ne sont pas de même nature. Le monde serait super bien partagé si... alors, on démontre aussi que pro-vax, anti-vax n'existe pas. Mais bon, on va le dire comme ça pour des questions de facilité. Mais si les pro-vax étaient dans le factuel et les anti-vax étaient dans le symbolique, les moutons seraient super bien gardés. Mais là, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et par exemple, en indice de violence, on a trouvé beaucoup plus de violence chez les pro-vax que chez les anti-vax. Par contre, c'est contre-intuitif pour le coup, parce que je pensais être dans le camp du bien, moi j'étais tranquille, au chaud.
Alors après, se mettre en colère, c'est pas forcément être dans le camp du mal. Il faut revendiquer le droit à la colère aussi. Mais là, quelquefois, effectivement, il y a de la stigmatisation, ce qui est après autre chose que la colère. Donc, de votre point de vue, c'est difficile de qualifier ce qui est une bonne information ou une mauvaise information. Alors, de mon point de vue, en tant que chercheur, c'est sûr. Effectivement pas comme ça que je pose la question. Alors, et c'est pour ça que je suis très content de discuter avec des gens pour qui, par contre, ça a une importance considérable. Je me tourne vers Samira, alors, parce que pour vous, dans le cadre de votre travail de fact-checking, j'imagine que c'est important de pouvoir trier le bon grain de livret. On verra effectivement qu'il y a des biais, qu'il y a de la subjectivité dans tout ça. On va se fonder sur, par exemple, l'Ukraine. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé depuis le début du conflit, ces mécanismes de propagande à l'œuvre. Ouais, je voudrais juste rebondir un peu sur ces questions de définition avant, parce que on préparait. Mettez bien votre micro. Oui, on préparait cette table ronde tous les trois il y a 1 heure là, et on se disait, pour moi, c'est important quand même de définir l'information. C'est pas bonne ou mauvaise information où il y a la vérité et le mensonge. Je pense que déjà savoir ce que c'est qu'une information, et on est quand même dans un contexte aujourd'hui avec la profusion de contenu sur les réseaux sociaux où on considère que tout le monde produit de l'information. En tant que journaliste professionnel, je peux pas considérer que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est de l'information. À partir du moment où quelqu'un se saisit d'un contenu et le diffuse sur les réseaux sociaux, c'est pas une information. Une information, c'est un métier. Informer, c'est un métier. Croiser les sources. Nous, on a une rigueur. Alors, vous avez mis responsable fact-checking LCI, c'est TF1. En fait, je travaille beaucoup plus pour TF1, mais pas de souci. Mais juste pour vous dire que... On n'est pas journaliste, on n'a pas de rigueur. Le JT de TF1 est très... Enfin, voilà, on est quand même regardé par des millions de personnes. On a une responsabilité. Le dernier sujet que j'ai fact-checké une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Vous vous doutez bien que si je fact-check Jean-Luc Mélenchon, il peut m'attaquer pour diffamation, des choses comme ça, sur un journal qui est très regardé. Donc on a... Je mets pas le journaliste au-dessus de tous. Je dis juste que nous, c'est notre métier. Moi, je suis incapable de faire du pain. Je suis incapable de faire le métier d'un boucher. Mais par contre, informer, c'est mon job. Croiser des sources, etc., c'est un métier. Mais donc souvent, informer et bien informer, c'est un métier. Mais Samira, on a l'impression, je fais souvent cette analogie, si vous allez chez le dentiste, vous n'allez pas lui expliquer comment il veut. Ah, moi, je ne ferais pas ça comme ça. Voilà. Vous n'allez pas faire. Vous allez laisser le professionnel le faire. Mais quand vous êtes journaliste, quand vous avez un métier de service, n'importe qui peut se sentir votre égal et dire non, moi aussi je peux émettre une info, ça vaut autant la vôtre. Tout dépend comment on définit son contenu. Moi je dis pas que c'est une information, je dis que c'est un contenu. Tout dépend de son intention et tu parlais du Covid tout à l'heure. Au moment du Covid, on a vu beaucoup de contenu diffusé sur les réseaux sociaux et j'avais au même niveau, pour caricaturer, ma voisine de palier et un prix Nobel de santé. Ça va pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut hiérarchiser ces contenus. Il faut définir ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est du point de vue? Est-ce que ça relève de la croyance? Est-ce que ça relève des faits? Nous, on n'est pas là pour donner la vérité. Quand je fais des chroniques de fact-checking, je ne dis pas la vérité, c'est ça. Je prends une rumeur qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, je m'en saisis et je la confronte à une enquête journalistique. On croise des sources, on va chercher des données, on s'informe et on donne le résultat de notre enquête. C'est ça le fact-checking, c'est ça réinformer. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi pour les journalistes professionnels qui relève un peu de la transparence et même de la confiance, de rétablir aussi la confiance avec les lecteurs, les téléspectateurs, etc., d'aller chercher finalement tous ces contenus aujourd'hui dans un contexte où, encore une fois, il y a une profusion de contenus partout avec les réseaux sociaux, et de se réapproprier en fait l'information et ce terrain-là pour pouvoir montrer que informer, c'est un métier et qu'on s'improvise pas journaliste, en fait. Voilà, c'était important pour moi parce que du coup on en parlait tout à l'heure où on se disait oui, informer, l'information pure, je ne sais pas s'il faut aller dans ce degré de définition, mais en tout cas informer, ça existe, c'est un métier et ça ne s'improvise pas. Alors spécifiquement, sur vos derniers travaux par rapport à l'Ukraine, on parlait de la propagande, qu'est-ce que vous avez pu observer sur ces mécanismes et ces nouveaux dangers ? Du coup on en parlait aussi tout à l'heure. Et on aura l'avis du chercheur avec Sébastien sur la Russie justement. Ouais. On cherchait une manière de définir la méthodologie de comment désinforme-t-on, si du coup on se réfère au nom de cette table ronde. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a une vraie méthodologie de désinformation. Typiquement, on a fait un mode d'emploi, par exemple, de la propagande russe qui est très institutionnalisé, en fait. Désinformer, c'est d'abord proposer un message. Donc, si on reprend la propagande russe, mais il y en a aussi côté ukrainien avec un autre objectif, mais sur le
côté russe, le message, c'est de dire, voilà, les Ukrainiens sont soit des nazis, des menteurs, ils ont un président qui est comédien de profession, etc. Ils savent nous manipuler. L'objectif là-dedans, c'est de couper toute sympathie avec ce peuple, de couper toute identification. Donc on a un message. Si on reste sur la méthodologie de la propagande russe, ils ont aussi des messagers. Les messagers, ça va être tous les présentateurs des chaînes d'État russes. Je pense à Vladimir Soloviev, par exemple, qui est le présentateur star en Russie et qui est le relais, voilà, le premier relais de la propagande du Kremlin. Ils ont des supports, donc c'est les 3 chaînes d'État. En Russie, il n'y a pas de contre-pouvoir, en tout cas médiatique, ou alors ils sont réfugiés ailleurs. Voilà. Pardon ? En exil. Oui. En exil, voilà, exactement. Et après, il y a de l'argent. Et du coup, ces gens-là on l'a aussi chiffré, ça, voilà, ces gens qui sont payés à relayer la propagande du Kremlin, ils sont largement payés, bien payés. Donc, je trouvais que, en tout cas, la question de la propagande russe, elle était intéressante pour définir le comment des informe-t-on. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont vraiment une méthodologie très claire avec un message, des messagers, une institution, même une industrie, on pourrait en parler aussi plus tard, mais il y a un truc en Russie qui s'appelle une usine à trolls. Donc c'est vraiment une usine en dur et ils fabriquent, en fait, ils ont 400 employés qui sont payés 24 heures sur 24 à produire du contenu, à faire des trolls sur les réseaux sociaux, à diffuser des fake news, à aller créer la confusion sur les réseaux sociaux, etc., sur des thèmes très précis. Donc il y a une vraie, si vous voulez, organisation de la désinformation sur cette question de la propagande en Russie. Je trouvais que c'était un exemple assez concret et intéressant sur le comment désinforme-t-on. Alors, l'avis du chercheur, justement, parce qu'on parlait de la Russie, les techniques modernes de propagande, de votre côté, comment vous l'analysez ? Je pense que oui, c'est effectivement un exemple très frappant et très intéressant qui nous ramène aussi à cette question de la définition, dans le fond, parce qu'on ne comprend pas vraiment grand-chose à ces phénomènes si on a une vision de la désinformation comme quelque chose qui ressemblerait au mensonge, quoi, tout simplement. Tout simplement, on chercherait à mettre dans la tête des gens une croyance qui est contraire à la vérité. Il se trouve que si vous essayez de faire ça, c'est pas si facile, surtout à grande échelle. Le meilleur moyen de faire gober quelque chose à quelqu'un, c'est si il y croit déjà ou que ça l'arrangerait d'y croire. Mais c'est très difficile de faire, franchement, changer quelqu'un d'avis simplement par le mensonge et la propagande. Donc en réalité, ce qu'on appelle désinformer, c'est pas donner des fausses informations, mais c'est plutôt priver d'informations. C'est pour ça que le terme il est assez bien. Désinformer, c'est retirer l'information et donc fabriquer de l'ignorance. Et pour fabriquer de l'ignorance, il n'y a rien de tel que de semer la confusion et le doute. Si bien que si vous tombez sur une vraie information, eh bien vous n'allez peut-être pas la recevoir, vous n'allez pas y croire non plus. Et c'est ça la mécanique contemporaine, en tout cas de la propagande, alors qu'on voit développer à une échelle quasi industrielle au gouvernement russe depuis une vingtaine d'années. Mais aussi historiquement par l'industrie du tabac, par l'industrie des énergies fossiles, plus récemment par l'industrie de la viande et du sucre, qui déploie ce qu'on appelle un playbook, quoi, une sorte de méthode pour, grosso modo, défendre l'indéfendable. En fait, quand vous devez défendre vos intérêts face à des données scientifiques de plus en plus solides et convaincantes, eh bien, vous ne pouvez plus dire des choses comme, par exemple, la science se trompe, en fait, le tabac, c'est très bon pour la santé, et en plus de ça, le tabac, ça guérit du cancer. Vous n'irez pas très loin avec ça. Le mieux, ce serait simplement de mettre en doute la validité des données scientifiques, de remettre en question le lien de corrélation entre tabagisme et cancer, de dire on n'est pas très sûr, de peut-être payer quelques experts pour donc mettre de la confusion plus efficace que d'être frontal avec une affirmation contraire. Parce que, oui, en psychologie, il y a un effet qu'on appelle l'effet de la vérité entachée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez semé le doute,
bien les gens ne vont pas forcément gober les fake news et les théories du complot, mais ils vont se méfier des informations fiables. Et c'est plutôt ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, juste pour donner un exemple de l'effet de vérité entaché, c'est une étude sur l'épidémie du virus Zika au Brésil en 2015. Le gouvernement avait mis en place toute une série une campagne d'information en fait pour écarter les rumeurs et les fake news qui circulaient inévitablement dans ce genre de situation. Alors ça avait bien marché parce que en fait, dans une certaine mesure, les gens avaient compris que ces rumeurs et ces fausses informations n'étaient pas fiables, mais ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, ils rejetaient aussi les informations fiables. Et donc, ils ne croyaient plus à rien, ils n'acceptaient plus à rien, ils ne se fiaient plus à rien. Et c'est cet effet-là, en fait, qui est recherché dans la propagande contemporaine, pas pour emporter l'adhésion, pas pour persuader, mais pour retarder l'échéance, en fait, pour gagner du temps jusqu'à ce que la vérité finisse inévitablement par éclater, en fait. Et Pascal, est-ce que ça se voit, toutes ces manipulations, cette tentative de confusionnisme, je ne sais pas comment on dit, au niveau de l'analyse textuelle massive, ou c'est plus complexe que ça? Non, ça peut se voir. C'est de toute façon plus complexe, mais parce que l'une des armes des désinformateurs, c'est nous. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye quelquefois de contrer les désinformateurs, on véhicule leur propre discours. Et je disais hier que j'avais voulu tester les discours complotistes dans les vaccins, et donc je testais par des mots, et j'avais testé le mot mouton. Et le mot mouton était presque plus employé par les pro-vax que par les anti-vax, parce qu'ils disaient il y en a marre de se faire traiter de mouton. Donc effectivement, quand on relaye nous-mêmes... Mais c'est vertigineux, on a l'impression qu'on perd à tous les coups, quoi. Alors non, par contre non, on ne perd pas à tous les coups. Alors moi, j'en suis pas à essayer de transformer ça en antivirus cognitif, mais quand même l'intention y est un petit peu. Mais on n'est pas au bout de notre intention. La question, c'est effectivement alors surtout quand on a affaire à des stratégies de type usine à troll, etc., où là, on a vraiment une industrie, et puis on sait qu'il y a eu Cambridge Analytica, qu'il y a eu tout un tas de stratégies, d'ailleurs, on y reviendra, qui sont assez lisibles. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on peut donner un exemple assez facile. J'imagine qu'il y a des choses plus insidieuses, mais on y reviendra. Oui. Non, mais voilà, donc effectivement, là, il y a une véritable organisation, et en plus, dont on a pu mesurer l'efficacité. Donc, et ça, il y a des choses qu'on peut repérer, d'ailleurs, il y a des choses qu'on a repérées. Alors qu'on repère soit au niveau des contenus, soit au niveau aussi des communautés, hein, c'est-à-dire qui tweet quoi à qui. Et donc là, à partir du moment où on croise les communautés de circulation de tweets avec les contenus qui sont véhiculés, on arrive à avoir des diagnostics un petit peu plus précis qu'en s'intéressant uniquement aux communautés ou uniquement au contenu. Est-ce qu'il y a des invariants, finalement, dans tous ces commentaires de manipulation? Alors, on en cherche. Alors là-dessus, moi, je travaille plutôt sur le complotisme. Mais tiens, on m'a mis un super tampon ce matin, hein, comme par hasard. Et comme par hasard, est considéré comme l'un des invariants possibles. Donc là, c'est tout un travail qu'on est en train de mener et qui est compliqué parce qu'il faut éliminer pas mal de choses autour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester simplement à une formule, sinon comme mouton, on va trouver des ambiguïtés ou des gens qui l'emploient alors qu'ils ne révèlent pas une véritable intentionnalité. Et puis il y a aussi quelque chose, alors d'une langue à l'autre ou d'une culture à l'autre, ça varie beaucoup. En France, on est beaucoup sur une culture de l'ironie. Et ce qui n'existe pas, par exemple, dans le discours anglo-saxon, quand on applique les mêmes procédures que nous sur du discours anglophone, par exemple, on a des choses très très cash. Alors que chez nous, en France, il y a des substitutions. Hein. On va parler de suédois, on va parler de pierre, on va parler avec des guillemets, on parlait l'autre jour de points de suspension, des choses comme ça. Donc, le suédois, ça veut dire quoi? Le suédois, c'est pour dire... il y a encore eu un problème de rodéo dans ma cité, encore un coup des Suédois. Ah, d'accord, ok. Voilà. J'ai compris. Donc, c'est des substitutions. Donc, ce qui rend l'approche par lexique pas évidente, c'est du coup... Alors nous, ça nous a amené à évoluer dans nos méthodologies. Au lieu de fonctionner sur de la recherche de marquage lexical lourd, comme ça, on va chercher vers des marquages beaucoup plus fins. Donc on est en train de travailler sur « heureusement que » et suivi d'une négation, par exemple, qui est une marque de complotisme. Heureusement que le gouvernement est là pour nous protéger. Voilà, des choses comme ça. Donc on est en train d'essayer de chercher des discours. Donc pour répondre à la question, exactement, ça fait partie des... Je suis pas complotiste, mais...
Alors si là on l'a pas, mais non parce que le mot complotiste. Non, c'est trop red flag tout de suite, c'est plus subtil. Il y a d'autres mots comme suédois là, ou intrigués? Ah oui, il y en a tout plein. Je parlais Pierre par exemple, le prénom Pierre circule souvent dans la fachosphère et dans les sphères complotistes. Pour remplacer un prénom d'une personne raciste. Voilà, ou une catégorie de personnes. Ça cible pas forcément un prénom, mais c'est voilà. Donc oui, non, c'est tout un univers qui s'offre à moi. Excusez ma naïveté, mais enfin, je frémis là encore, c'est vertigineux. Non, j'ai été tout un univers qui s'offre. C'est un univers et ça pose plein de problèmes. Quand même, Sébastien a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est que ces gens-là, on ne va pas les convaincre comme ça. Et ça, c'est un problème qui est quasiment un problème politique. C'est-à-dire que si notre option, c'est de produire des contre-discours pour faire changer les gens qui produisent des discours, c'est voué à l'échec total. Et pourtant, c'est une demande gouvernementale forte, à plein de niveaux. Je travaillais beaucoup sur la radicalisation, et il y avait des appels d'offres, on nous disait, produisez-nous, y compris des algorithmes d'intelligence artificielle qui produisent automatiquement des contre-discours. Et ce que vient de dire Sébastien, c'est que c'est voué à un échec total, et je partage complètement cette opinion-là. Est-ce que pour autant, et c'était la table ronde précédente, il faut renoncer à être sur les réseaux sociaux, et les collègues disaient non, pas du tout, il faut y être parce que là que ça se passe. Alors donc, il faut y être, mais peut-être pas pour essayer de convaincre effectivement ceux, et on en parlait aussi, et Samira pourra en parler, ceux qui sont déjà convaincus du contraire. Mais il y a d'autres effets. On n'a pas que de la conviction, la persuasion, on a aussi des effets d'influence, c'est-à-dire jouer sur des majorités, minorités d'arguments. Et je ne sais pas si on va en parler, mais on parlait un petit peu d'intelligence artificielle, etc. On en parlera à la fin, oui. Voilà, il y a aussi l'idée, quel type d'information. Le morceau aussi. Samira, il y a plein de points dans l'intervention de Pascal sur lesquels vous souhaitiez réagir. Non, alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le pourquoi on fait ça, nous, c'est une question qu'on se pose tout le temps en fact-checking, parce qu'on passe l'aspirateur et des gens remettent des miettes, et on passe l'aspirateur et des gens remettent des miettes, et quand on nous insulte pas, etc. Donc c'est une vraie question. C'est une profession qui ne connaîtra jamais le chômage, donc ça c'est rassurant. Il paraît, on verra. Mais en tout cas, déjà sur les cibles, sur à qui on parle, à qui on s'adresse et pour qui on le fait, nous, au moment du coronavirus, en fait, avec mon service, on a établi une sorte de profil, en fait, de catégorie de personnes à qui on s'adresse. Donc il y a une première catégorie de personnes qui vraiment s'appuient que sur les croyances. C'est-à-dire que eux, sur les réseaux sociaux, ils vont pas aller chercher des faits, des chiffres, des choses comme ça. Ils veulent juste aller chercher du contenu qui vont, en tout cas rassurer leurs croyances, etc. Donc et conforter leurs croyances, exactement. Donc eux, on leur parle pas en fait. À un moment donné, de toute façon, ils viennent pas nous chercher et quoi qu'on dise, ils trouveront toujours à redire. Après, il y a ce que j'appellerais le ventre mou entre guillemets. J'y pensais notamment au moment du vaccin où les gens se posaient vraiment des questions. Donc là, c'est plutôt des questionnements, j'allais dire légitimes sur est-ce que le vaccin, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il n'a pas été produit trop vite, etc. Ça, c'est des questions qui se posaient même dans ma famille pour vacciner mes parents, etc. Donc eux, voilà, ils ont des doutes, mais il n'y a pas d'intention derrière de douter d'une intention maléfique, etc. C'est juste de se dire, est-ce que moi j'y crois, est-ce qu'on a assez de données, etc. Donc là, il y a toutes ces questions, ces gens qui se posent des questions légitimes. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui, eux, sont proactifs et qui vont aller chercher l'information, qui ont identifié les services de fact-checking, etc., les contenus fiables, les sources fiables, et qui, eux, viennent à nous sans qu'on aille les chercher finalement. Donc ça, c'était important pour moi de le dire sur à qui on s'adresse et sur le pourquoi on le fait. Typiquement au JT de TF1, moi ça fait 15 ans que je travaille au JT de TF1, quand je me suis mise au fact-checking, j'ai dû convaincre en fait une grande partie de la rédaction et notamment les plus vieilles générations qui se demandent pourquoi on y va, pourquoi est-ce qu'on donne de l'écho à des rumeurs, ce que tu disais avec les moutons, à des rumeurs, à des propos qui circulent selon eux que sur les réseaux sociaux, alors que nous on fait le vrai journal avec les vraies infos vérifiées, etc. Pourquoi faire une chronique hebdomadaire pour parler du vaccin, est-il financé par Bill Gates, est-ce qu'il y a des puces 5G, etc. Il fallait les convaincre en fait de leur dire qu'à un moment donné on ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe. Enfin, je veux dire, voilà, tout le monde est sur les réseaux sociaux, même si nous, notre téléspectateur type, il n'est pas sur les réseaux sociaux, son fils y est, son neveu, son petit-fils, enfin voilà. Et à un moment donné, on ne peut plus fermer les yeux sur cette profusion de contenu, etc. Il me semble, après c'est vraiment mon point de vue, que c'est à nous de nous saisir et se le réinformer, c'est-à-dire de nous saisir de ces contenus, ce que je disais tout à l'heure.
Et après, sur Sébastien, ce que tu disais, oui, sur les climato-sceptiques, je trouvais ça intéressant sur la façon qu'ont certains... Enfin, pourquoi est-ce qu'on désinforme? Et notamment, tu parlais de l'industrie fossile et le fait que parfois, l'intention, c'est aussi de retarder les choses, de gagner du temps. Quand on désinforme, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et je voulais juste citer un exemple assez concret, je trouve, d'une étude du CNRS qui a analysé 400 millions de tweets sur cette thématique des climato-sceptiques et cherché à dresser le profil des gens qui font du contenu climato-sceptique. Et ils ont dressé 3 types de profils que je trouve intéressants, que je voulais partager avec vous. C'est... dans la première catégorie, ils ont des anti-vax, des anciens anti-vax, qui aujourd'hui sont sont anti-réchauffement climatique. Donc en fait, tout simplement, ces gens, en fait, ils ont comme objectif de créer du buzz. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, si vous voulez, une communauté, ils ont un nombre d'abonnés. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était valorisant. Exactement. Enfin, je ne sais pas si c'est valorisant, mais en tout cas, voilà. Après, ils sont obligés d'exister. C'est un business, exactement. Donc du coup, eux, leur business, c'est de continuer à surfer sur l'actualité du moment pour faire du buzz, pour gagner leurs abonnés, etc. Donc les anti-vax sont devenus anti-réchauffement climatique et ils resservent les mêmes ressorts, c'est-à-dire que ce qui était autrefois la dictature sanitaire est devenu la dictature écologique. Le deuxième profil, c'était effectivement un profil un peu idéologique. Donc là, ce sont des gens qui sont financés aussi par l'industrie fossile depuis 30 ans pour pouvoir retarder des réformes qui pourraient avoir lieu pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est gagner du temps, ce que tu disais tout à l'heure. Et le troisième, effectivement, c'est un objectif politique. Donc c'est tout simplement de vouloir contrer, je sais pas, Europe Écologie Les Verts chez nous, par exemple. Donc c'est des gens du RN ou d'autres partis politiques qui poussent des contenus pour pouvoir contrer l'adversaire politique. Donc je trouvais que c'était intéressant, cette étude du CNRS. Donc il y a les mêmes ressorts, vous dites, c'est des parallèles, donc il y a des choses qui se dégagent. Alors, je parlais d'un variant, mais sur le climato-scepticisme, justement, Sébastien. Vous constatez, vous aussi, qu'on utilise les mêmes arguments, les mêmes... Ah bah oui, On s'est dit, c'est quoi le prochain sujet? Ça va être la même chose, on le transpose, on est contre et on utilise les mêmes arguments, ça marche à tous les coups? Je ne sais pas si ça marche à tous les coups, peut-être ça finira par moins prendre, mais disons qu'en tout cas, les techniques élaborées de longue date par l'industrie fossile, c'est littéralement les mêmes que celles utilisées par l'industrie du tabac. De fait, c'est les mêmes individus qui ont été recrutés et rapatriés. Ça est bien documenté dans le livre Les marchands de doute d'Oreskes et Conway. Je vous recommande, c'est un classique. Et ces marchands de doute ensuite étaient réinjectés dans d'autres formes d'industrie. C'est un business. Mais tout ça, donne l'idée en fait d'une sorte de mécanique machiavélique, hautement sophistiquée et stratégique en fait de la désinformation et de la fabrication dans le complot, de l'ignorance. Effectivement, ça peut donner une vision un peu complotiste comme ça de l'échelle de la manipulation. Et peut-être qu'il y a évidemment il y a un but délibéré qui est souvent d'ailleurs affiché, qui est assumé très souvent. Ça a des avantages de la désinformation contemporaine, c'est qu'en fait, elle n'a pas tellement à se dissimuler en réalité. Les mensonges sont presque des mensonges éhontés. Il s'agit de nier l'évidence sans trop se soucier d'être démasqué. C'est des faits alternatifs. Des faits alternatifs. Au bout d'un moment, les informateurs qui fonctionnent sur ce modèle-là, en fait, il n'en a plus rien à foutre, quoi. Il peut dire n'importe quoi. Il est au contraire valorisé par une partie de la population, précisément parce qu'il ne joue pas le jeu, précisément parce qu'il se fiche des codes ordinaires et normatifs du débat public, précisément parce que c'est une sorte d'outsider et qui se présente comme quelqu'un qui va tout faire remuer, passer un coup de balai, puis donner un grand coup de la fourmilière. Et pour avoir cette image-là, bien vous pouvez dire littéralement n'importe quoi, ce sera valorisé par vos soutiens. C'est un peu dramatique, mais je pense que c'est ce qu'on observe. Donc ils n'ont plus besoin de se cacher en quelque sorte. On n'a pas le choix, maintenant c'est l'ère de la post-vérité, donc vous êtes obligé d'analyser ça avec ce prisme. Oui, il y a effectivement une atmosphère là-dedans qui favorise ce genre de phénomène. Mais je voulais justement dire qu'à côté, disons, de cette technique délibérée et assumée de désinformation, je pense qu'il faut aussi observer la désinformation comme
on va dire comme un fait de la nature, quoi, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est là, qui est rendu possible en fait par les modes d'interaction des êtres humains, qu'on voit dans tout un tas de phénomènes plus naturels. L'amplification des réseaux sociaux. Oui, mais dans la nature elle-même, chez les plantes, les insectes et les animaux, vous avez tout un tas de phénomènes de parasitisme, de mimétisme, de camouflage, de mascarade, où une espèce se fait passer pour une autre pour éviter d'être mangée par une troisième, une autre se fait passer pour un objet pour attirer, puis pour le manger, etc. Donc dans toute la nature, vous avez des phénomènes qu'on pourrait qualifier de trompeurs ou de désinformation. Et donc la désinformation dans la vie des humains aujourd'hui. Mais là, on a peut-être changé d'échelle quand même. Oui, ça change d'échelle. Il y a des techniques, il y a l'aspect intentionnel et délibéré, mais il y a aussi quand même une bonne dose d'un peu de n'importe quoi, de fabrication artisanale du faux, d'effets qui n'étaient pas escomptés, de phénomènes hasardeux qui viennent s'introduire là-dedans, puis d'opportunisme en fait, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment délibérément préparer un plan, une campagne de désinformation sans tenir compte des choses qui vont apparaître en cours de route et se produire. Donc c'est un phénomène adaptatif, relativement imprévisible, qui ne marche pas à tous les coups, qui des fois finit par prendre dans telle ou telle sphère de la population, qui va récupérer d'autres réseaux préexistants, par exemple typiquement les réseaux anti-vax se sont largement greffés sur des réseaux préexistants de la fachosphère, comme ça. Donc on va exploiter en fait là où il y a du monde, là où il y a de la discussion, et on va réinjecter. Il y a du QAnon dans des groupes de discussion sur le football ou sur des mères de famille qui se soucient d'éducation. Vous pouvez injecter du QAnon là où il y a du monde, là où les gens... Donc, des fois, ça marche, il y a du hasard comme ça. Il ne faudrait pas voir non plus la désinformation comme un plan délibéré qui marche à tous les coups, qui exploite les failles de l'esprit humain. Ça ne marche pas vraiment comme ça, quoi. Il y a quand même une bonne dose de hasard là-dedans. Si je tape le mot-clé Soros, il y a des choses qui sortent, Pascal, dans votre étude? Alors, je ne l'ai pas fait, mais je peux te garantir qu'il y a des choses qui vont sortir. Mais, et après, la question, c'est pourquoi on le tape et qu'est-ce qu'on veut en faire après. Mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on prend soit un hashtag pour ceux qui travaillent sur Twitter, soit une base de données thématique pour ceux qui travaillent sur d'autres types de réseaux, parce qu'il n'y a pas que Twitter, et qu'en plus, depuis quelques jours, Twitter est devenu un terrain de jeu un tout petit peu plus compliqué. Mais donc, à partir de là, effectivement, on peut toujours constituer une base de données à partir de n'importe quel événement et le suivre quasiment en temps réel dans ses circulations et puis dans ses modifications de structure, oui. Vous l'avez nommé tout à l'heure, et c'est quelque chose qui plane aussi depuis 2 jours de discussion. On parle d'IA, alors à toutes les sauces. Hein. Ce matin, on parlait de neuromanie. Alors les neuroscientifiques sont à moitié en train de souffler parce qu'on leur fiche un peu la paix. En même temps, on ramène tout à l'IA, on la compare, enfin, on la ramène dans leur champ alors que ça n'a rien à voir. Quel impact ça va avoir? Là, on va vous poser la question à tous les trois. Moi, je commence avec vous, Pascal. Là, il va y avoir une production de masse de désinformation, une production de masse de faux. Alors, production en masse d'information. Là, évidemment, et comme tout média d'information, ça va avoir un impact. Parce qu'à un moment donné, ces IA ont déjà commencé à produire, et c'est pas fini. Alors moi, je parle plutôt des IA textuelles, puisque bien évidemment, c'est un petit peu à ça que je me suis intéressé. Alors, quelle est cette information? Est-ce que c'est forcément une fausse information? Et comment on va faire? Peut-être j'aurai 2 réponses, je vais essayer d'être rapide là-dessus. Dans l'état actuel, par exemple, de ChatGPT, l'information n'est pas si fausse que ça. Moi, j'ai comparé 2 corpus, le corpus des programmes réels des candidats à l'élection présidentielle, que j'ai analysé avec le logiciel, et donc on a trouvé la structure, on a calculé les proximités, les distances entre les programmes, on avait un pattern, on avait une cartographie. Et je demandais, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Claire Denis, qui est une stagiaire, de faire produire à ChatGPT les programmes des mêmes. Sachant qu'en plus, c'était un peu anachronique, puisque la base de données s'arrêtait en septembre 2021, et que là, on l'a fait il y a 3 semaines. Donc, éventuellement, on aurait pu se dire, tiens, ChatGPT, est-ce qu'il nous produit des discours radicalement différents des discours réels? Je vous le donne en 1000, les discours sont parfaitement superposables. Alors que même, il n'intègre pas les vrais programmes, alors à quelques différences près. Et là où les profs étaient augmentés, l'autre non? Pardon?
Il y avait eu un programme où les profs étaient augmentés et l'autre non. Alors non, c'était sur des aspects beaucoup plus généraux que ça. Mais en gros, il nous confirme un certain nombre de choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire par exemple que les extrêmes ne se rejoignent pas, que Mélenchon ne puisse pas dans le lexique classique de l'extrême gauche, ce qu'on savait déjà. Mais ChatGPT le restitue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il voit Macron peut-être plus à gauche que le vrai programme de Macron, qui était clairement identifié plutôt à droite. Mais sinon, donc, dans les grandes lignes, ChatGPT nous a restitué des patterns de distance et de proximité des candidats tout à fait fidèles au programme réel. Donc de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il y a, sur cette anecdote-là, qu'il y a une désinformation. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur le P de GPT, sur lequel d'ailleurs il y a pas mal d'opacité, c'est-à-dire le pré-entraîné. Sur quoi cet algorithme est pré-entraîné, au niveau de l'algorithme et au niveau de la base de données. Donc en gros, sur un certain nombre de données, donc des milliards d'occurrences, qu'il va chercher dans les livres, les blogs, les conversations, alors avec une partie supervisée, donc et une partie non supervisée. Je ne suis pas arrivé à y voir très très clair encore sur la part des deux. Alors quand on dit supervisé, c'est des choses que vous avez tous fait. Un jour, vous vous baladez sur un site et on vous dit, avant d'aller plus loin, cochez là où il y a un vélo, et vous cochez là où il y a un vélo, et vous contribuez à apprendre à une IA. Mokébert en parlait très très bien ce matin. Apprendre à reconnaître ce que c'est qu'un vélo. Donc voilà, ça c'est supervisé. Non supervisé, on parlait de la notion de réseau de neurones qui est sans doute inadaptée au niveau du terme, mais qui est une réalité algorithmique. Et donc du coup, le logiciel se forme un peu tout seul en réseau d'information. Et donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va de toute façon puiser dans une base de données qui est la base de données créée par les internautes. Et donc effectivement, la réponse était juste en disant on n'a aucune chance de convaincre un croyant. Aucun argument rationnel n'a jamais convaincu un croyant. Par contre, s'il n'y a que les croyants, et notamment les complotistes, qui fournissent la matière sur Internet, ChatGPT va petit à petit refournir la matière qui est déjà. Du coup, la nécessité d'être présent sur les réseaux avec d'autres types de discours se pose encore plus avec l'intelligence artificielle qu'elle ne se posait, de mon point de vue, il y a encore qu'un an ou deux, où on pouvait effectivement avoir le raisonnement des boomers dont je suis, en disant mais de toute façon tout ça c'est sur les réseaux et on n'a rien à, c'est pas un terrain de jeu pour nous, quoi. Alors Samira, à votre échelle oui. de la fact-checkeuse. Ouais, moi, je vais plutôt parler du coup de l'intelligence artificielle en images, et notamment avec la sortie de l'outil Midjourney, de la version 5 de Midjourney, la mi-mars, qui nous cause vraiment des soucis. En tout cas, on s'interroge beaucoup. Le fameux pape en doudoune Le pape en doudoune, Macron, voilà. Alors autant le pape en doudoune et Macron sur un tas d'ordures, bon, il y a une dimension parodique qui nous fait pas douter. Mais quand on voit des fausses photos créées de toutes pièces avec l'intelligence artificielle, de manifestations, d'une personne âgée agressée par la police, etc., qui là aussi est créée de toutes pièces, là, ça nous interroge nous en tant que journalistes. Pourquoi ? Parce que les outils qu'on utilise habituellement pour vérifier les images, je vais vous donner 2 exemples, mais ce qu'on appelle la recherche d'images inversées, par exemple, ça c'est un truc qu'on fait tout le temps. Quand on voit passer une image et qu'on nous demande de la vérifier, sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on appelle une recherche d'images inversées. On va aller chercher la première occurrence de cette image, la première diffusion sur Internet, les réseaux sociaux. En creusant, on finit par tomber sur la première diffusion, et c'est là qu'on voit notamment, par exemple, que parfois, elles ont été détournées, qu'elles datent en fait d'il y a 3 ans, 4 ans, etc. Là, ça marche plus vu que l'image, elle est inédite. Parfois, on va s'appuyer aussi, tout simplement, ça relève juste de l'esprit critique, c'est aller chercher des éléments dans le contexte, dans le décor, etc. Là, c'est pareil, il est créé de toutes pièces. Donc, du coup, on ne peut pas se référer à nos outils ou à nos réflexes habituels. Ça, déjà, c'est un premier point d'inquiétude en tant que fact-checker. La deuxième chose, c'est que c'est juste le réalisme frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la version 5 de Midjourney, si on la compare avec les images qui ont été générées avec la version 1, ça n'a plus rien à voir. Et je cite juste 2 journaux qui se sont déjà fait avoir, El País et La Stampa en Italie, qui ont diffusé de fausses images de Marlène Schiappa juste avant les diffusions de ces vraies images dans Playboy, des images complètement fausses, évidemment, et ils se sont fait avoir, en fait. L'image était tellement réaliste qu'ils les ont diffusées. Donc nous, il y a une vraie interrogation sur comment on peut lutter contre ça. Est-ce que des outils demain pourront nous aider ? Là, par exemple, on fait une veille sur les différents outils qui nous permettent de détecter l'intelligence artificielle, mais il y a un vrai sujet, en tout cas au niveau de l'image, du point de vue de la journaliste télé que je suis,
suis, où on diffuse des images, etc. Et demain, on n'est pas à l'abri de diffuser une image en pensant qu'elle est réelle dans le flot de tout ce qu'on voit circuler sur les réseaux. Tant que les outils n'existent pas, vous êtes dans cette phase de transition, votre travail ne va pas être facilité pour le moment. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que pour l'instant, heureusement, elle n'est pas encore complètement parfaite, l'IA. Donc, on voit sur certaines images que vous avez dû voir passer aussi, des gens avec 6 doigts. Le texte non plus, l'intelligence artificielle ne sait pas bien générer encore les textes. Donc, typiquement, sur des fausses images de manifestations, par exemple, on va se raccrocher à des enseignes derrière où le nom de l'enseigne n'est pas crédible, etc. Donc, on va aller chercher dans le détail, on regarde la texture de l'image, etc. C'est une course contre la montre parce qu'elle va s'affiner. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça va tellement vite que c'est une solution à court terme. Alors, il y a quand même, vous en parliez hier, j'écoutais la table ronde qui était super intéressante avec Baptiste Robert qui disait, voilà, il y a des réglementations qui sont en cours. On est en train de réfléchir à notamment estampiller les images avec un filigrane, les images qui sont créées par intelligence artificielle ou mettre des garde-fous d'un point de vue législatif. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, nous, un sujet qui nous inquiète beaucoup. Ouais. Rapidement, Sébastien, avant qu'on prenne les questions du public. Sur, oui, ça va être rapide. Pour désinformer. Je suis un très mauvais prophète. Je me plante quasiment à tous les coups quand j'essaie d'expliquer. Alors une prévision ce qui va et on se prend passer. l'inverse. Donc voilà. Donc je sais pas tellement. On peut imaginer. Je vous donner 2 scénarios extrêmes. Peut-être quelque chose. L'un ou l'autre sera correct. D'un côté, peut-être que ça va rien changer dans la mesure où on a déjà des phénomènes de désinformation, des inégalités criantes de la société, des problèmes de populisme, de polarisation. Qu'est-ce que ça va véritablement changer que le faux soit de mieux en mieux réalisé? En réalité, pour tromper les gens, le faux n'a jamais eu besoin d'être super crédible. Tout le temps, les gens ont gobé des choses parfaitement absurdes, compris l'existence de fées dans un jardin ou des choses comme ça. Enfin bon, donc c'est pas exactement nouveau. D'un autre côté, peut-être que c'est la fin du monde et qu'on va tous mourir. Voilà. Donc, mais il dit de façon relativement placide par un Suisse, c'est toujours. Que je sous-estime totalement la gravité, l'ampleur du phénomène. C'est possible. C'est la défaite en chantant. Alors. On verra. Merci Sébastien. On vous applaudit tous les trois et on va prendre vos questions. Je pense que dans un quart d'heure, je vais avoir le contre-coup de ce que vous venez de nous dire avec Bonomi. Comment c'est? Une question, madame? Oui, bonjour. Pardon. Mettez le micro très près, s'il vous plaît, quand j'entends. Je ne suis pas très forte en français. Oui, je voulais poser 3 questions, trop rapidement. La première question, c'est dans quelle mesure la désinformation russe est-elle présente en France? La deuxième question est, représente-t-elle le menace? Et la troisième question, c'est comment le gouvernement français, comment France se pose à cette menace? Merci. D'accord. Je vais essayer de répondre rapidement. Sur la propagande russe, comment elle arrive en France, nous, on a analysé notamment plusieurs contenus, alors je pense moins profondément que ce que vous faites, mais c'est relayé notamment par plusieurs personnalités politiques en France déjà, et pas que des personnalités politiques, voilà, des gros comptes qui relayent souvent des fake news ou des théories complotistes, etc., et qui sont vraiment des relais de la propagande russe. Donc ça arrive dans nos contenus aussi. C'est un des vecteurs, en tout cas, qui permet à cette propagande d'arriver chez nous. La deuxième question, je crois que c'était pourquoi, quelle menace? Là, je vais citer Marie Pelletier, avec laquelle j'ai discuté de ce sujet au moment où je traitais de la propagande russe. Et elle m'expliquait, donc Marie Pelletier, qui est une prof spécialiste dans la propagande, elle me disait qu'en fait, l'objectif de cette propagande, c'est d'arriver dans le débat politique en Occident. C'est de pouvoir s'immiscer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à la fois de créer de la confusion, de s'immiscer dans notre débat politique. Donc, via ces vecteurs et via ces gros comptes qui les relayent, aujourd'hui, ils sont chez nous. Ils interviennent non pas que pour diffuser des fake news, mais aussi dans les commentaires de certains articles. Par exemple, un article du Point ou un article, Le Monde va faire un article. Ils vont aller dans les commentaires pour créer de la confusion, pour interroger les faits qui sont exposés dans les articles, etc. Et la troisième question, c'était comment le gouvernement français intervient là-dessus ?
Ouais, ça. On avait un député hier qui nous expliquait qu'il faisait partie d'une commission chargée de. Enfin, il y a une mission pour la lutte contre les ingérences étrangères à l'Assemblée nationale. Ouais, mais je crois qu'ils en sont qu'au début, il me semble, des travaux, parce que nous, ils nous ont contactés là-dessus, et je sais pas s'ils ont abouti, à une réglementation, etc. Mais en tout cas, ils sont conscients du problème, ça c'est sûr, et ils s'en saisissent. Mais après, je suis désolée, je peux pas aller beaucoup plus loin. Il y a toujours un temps de latence, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, entre le moment où on découvre ça. Enfin, la réaction est plus lente, et dans l'intervalle, il y a le dégât qui se fait. Une question ? J'avais une petite réflexion par rapport aux IA génératives d'images, notamment, dont on a des exemples, en tout cas, assez variés pour ces conférences. Oui, à chaque fois, l'image, on a oublié de le préciser, est générée par une IA. Mais ça se voit, ça se voit. Ouais. Et pour l'instant, parce que l'oiseau de Twitter, il est moyennement bien fait. Il est bizarre. Ouais. Bizarre. Ce matin, pour la conférence avec Albert Mouquet-Vert, le cerveau sanguignon était particulier aussi. Le matin, comme ça, c'est Willy Lafranc, l'organisateur. Très bien. Voilà. Et je pense qu'avec c'est quand même une révolution, parce qu'on est rentré dans un monde là où les photos qui étaient considérées comme quelque chose qui retransmettait une réalité, ça c'est terminé. Donc on est revenu dans un monde d'avant la photo finalement, où chaque image est une illustration finalement, et à laquelle on peut pas faire plus confiance que. Mais c'est pas plus mal, parce que pour moi la photo n'a jamais été, comme disait Godard, la réalité. Le cinéma n'a jamais été 24 fois la réalité par seconde. Donc là, au moins, on est dans une situation où on sait qu'une image est potentiellement fausse. Donc, on ne sait pas. C'est ça le problème. On sait que c'est pas forcément vrai, en tout cas. Quand on voit une photo, on se dit oui, c'est vrai. Là, on sait qu'on voit une photo, on ne sait pas. Et ma foi, c'est un bon exercice d'esprit critique finalement, parce que quand on voyait une photo avant, on n'allait pas forcément avoir ce réflexe de dire peut-être qu'elle est fausse. Et maintenant, on le sait. Elle est peut-être fausse. Mais notre hypervigilance, ça va peut-être générer de l'anxiété. Ah oui, ça... On est habitué quand on a l'esprit critique. Madame. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question-remarque. Au début, vous parliez justement de ce qu'est la désinformation, et vous parliez du journalisme qui était important, et que notamment, il y avait beaucoup plus de gens qui allaient sur les réseaux sociaux, sur Internet pour s'informer. Mais est-ce que justement, aujourd'hui, les gens qui vont sur Internet et qui pensent que c'est des bonnes informations, la personne lambda qui parle à travers son téléphone, parce que aujourd'hui, sur les grandes chaînes comme TF1 ou France 2 ou autres, on a justement beaucoup de journalistes. Quand on apporte une information, on va interroger les gens dans la rue et on leur demande juste leur point de vue. Et on a moins de temps qui est destiné aux experts de la question. Moi, c'est quelque chose qui me choque de plus en plus quand je regarde le peu de fois à la télévision. J'ai l'impression qu'on demande juste aux gens leur avis, et on n'a pas l'expert derrière qui répond, qui a un temps de parole plus important pour expliquer. Voilà, c'était une petite interrogation. Et souvent, le micro-trottoir est circonscrit aux environs de la chaîne. Oui, je vais répondre là-dessus. Moi, la différence que je vois, je suis d'accord avec vous sur la question du micro-trottoir. Je suis d'accord avec vous, j'en fais aussi. Donc, le micro-trottoir, c'est le sondage en télé. Mais la différence que je vois, moi, entre le micro-trottoir qui est fait dans un reportage télé et la personne du micro-trottoir qui crée son contenu sur les réseaux sociaux, c'est que dans le reportage télé, le journaliste garde la main. Le journaliste, alors peut-être qu'il n'y a pas toujours un expert, mais souvent, quand même, on oppose à un expert quand c'est des sujets vraiment de société, etc. Ça dépend de la thématique. Mais quoi qu'il arrive, le commentaire, à un moment donné, c'est un journaliste. Et le journaliste, il a travaillé son sujet. Il apporte quand même des données, des choses comme ça. Donc, il contextualise les choses. Pour moi, je vois quand même une différence entre Marie-Thérèse qui fait le micro-trottoir au JT au 13h de TF1 et Marie-Thérèse qui crée son compte YouTube et qui fait que son contenu à elle. À un moment donné, sur TF1 ou sur France 2, le journaliste garde la main quand même. Je défends un peu ma profession, mais je ne fais pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve quand même qu'il y a une différence entre les deux. On pourrait vous rétorquer que Marie-Thérèse fait une œuvre citoyenne où elle est en contact direct avec les autres citoyens sans intermédiaire. Mais si Marie-Thérèse dit qu'elle fait une œuvre citoyenne et que c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si Marie-Thérèse dit « moi, je vais vous donner de l'information parce que tous les journalistes vous mentent et puis en fait, ce qui est vrai sur le vaccin, c'est ce que moi je vous dis », là, ça me pose un problème. Monsieur. Bonjour. Alors... La question, c'était, à chaque fois qu'on parle de désinformation, en fait, l'argument contraire, c'est de dire qu'il y en avait aussi avant, type ORTF, et il y avait qu'une source. Et j'aurais voulu savoir si il y avait vraiment une évolution qui était mesurable, c'est-à-dire qu'il y a plus d'informations. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou est-ce que c'était mieux avant ?
Voilà, c'était un peu la question. Ah bon, d'accord, c'est moi du coup. Moi, ce qui a changé pour moi, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est juste à un moment donné, là, on arrive sur ce que je disais tout à l'heure, la profusion de contenu. Même la propagande, elle a toujours existé. La désinformation, elle a toujours existé. Le mensonge, voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où ça arrive de partout. Et c'est ça, pour moi, qui a changé, en fait. C'est la caisse de résonance. Donc on n'est plus du tout dans le même contexte, on ne parle plus du tout de la même chose. Et quand mes collègues, par exemple, qui étaient un peu contre le fact-checking, mais je ne juge pas, hein, c'est des questions légitimes, me disent est-ce que c'est notre rôle à nous ? Je pense que c'est notre rôle à nous d'y aller, et notamment pour les jeunes générations qui s'informent aujourd'hui que sur les réseaux sociaux. J'ai une casquette aussi d'éducation aux médias où je vais dans les collèges et les lycées pour parler aux jeunes. Aucun ne regarde des médias classiques, etc. Ils s'informent essentiellement sur TikTok. Donc à un moment donné, voilà, ça pour moi ça a changé, quoi. Et là pour le coup c'est ouvert à tout le monde. Il y a une déclinaison de TF1 sur TikTok ou des cours ouais, on a un compte, ouais. Pour toucher ces générations-là. Ouais. Pour ne pas laisser Samira bosser toute seule quand même, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le rapport à l'information, mais c'est vraiment dans le rapport à l'information et qu'il faudrait voir à la fois dans le comportement d'aller chercher de l'information et dans l'évaluation de ce que c'est que l'information qui me convient pour me faire une opinion et prendre une décision. Et là, il y a des choses en profondeur qui ont changé, c'est-à-dire, y compris dans le relativisme de l'information, hein, une information égale une information, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est dans la catégorisation sociale de l'information, c'est-à-dire que maintenant, produire une information, c'est s'inscrire dans un courant de pensée, dans une communauté, dans une identité, et pouvoir faire l'objet d'une attaque et pouvoir y répondre. Et donc, finalement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, on a beaucoup plus maintenant l'idée que connaître quelque chose, c'est refléter des relations entre les gens. Et ça existait bien évidemment avant, mais ça a été démultiplié par les réseaux, et surtout parce qu'il y a une alimentation ensuite de la réaction à l'information qui crée un effet d'emballement. Et c'est vrai qu'à une époque, on parlait beaucoup d'emballement médiatique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les notions d'emballement médiatique avec plein d'exemples géniaux sur les journalistes qui s'emballaient. Et maintenant, on en parle un peu moins parce que c'est vrai que si on compare l'emballement médiatique, dont certains exemples ont encore... on parlait d'informations, de photos, etc. On est quand même beaucoup plus submergé par des effets d'emballement de réseau, hein, d'emballement sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, je pense que ce qui a changé, c'est cette démultiplication de l'effet d'emballement qui ne s'applique plus exclusivement aux médias traditionnels, quels qu'ils soient, enfin de forme traditionnelle, mais finalement à tout le monde. Et c'est devenu une industrie de l'emballement. Madame. On a beaucoup parlé de la désinformation sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais parler de la désinformation dans les médias traditionnels, et particulièrement au JT, notamment TF1, puisque vous y êtes, mais France 2, c'est la même chose, avec la présentation systématique du discours du gouvernement, plus ou moins validé par des experts plus ou moins compétents, qui est systématiquement présenté avec une vraie impression, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens de mon âge finissent par plus trop regarder, une impression que le discours gouvernemental ne sera remis en question que s'il y a un emballement médiatique très important de la population. On peut donner l'exemple des retraites, mais on peut donner l'exemple de la majorité des manifs, où la raison pour laquelle la manifestation est présentée est rarement présentée. Par contre, le discours gouvernemental comme quoi il ne devrait pas être dans la rue est systématiquement présenté comme si c'était un fait et non une opinion. J'ai juste une question, je vais y répondre, c'est super intéressant. Est-ce que vous regardez le JT ou pas ? Vous le regardez souvent ? Ok. Non, je dis ça parce qu'en fait, souvent, on nous fait aussi des remarques, mais quand les gens m'en parlent, c'est des gens soit qui regardent pas trop, etc. Et je vais répondre à votre question. Le fact-checking, il y a cet enjeu-là aussi de renouer la confiance avec les gens. Vous parliez des retraites. Typiquement, dans les chroniques que j'ai traitées, c'est public, vous pouvez aller sur Internet. On a traité la question des 1 200 €. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Donc, soi-disant, tous les Français auraient minimum 1 200 € de retraite. On a été parmi les premiers, je crois, à questionner ce chiffre et à dire que c'était faux, que tout le monde n'était pas concerné ou qu'il fallait répondre à certains critères. Sur les retraites, et vous m'aviez donné un autre exemple, je ne sais plus si c'est sur le Covid, enfin, en tout cas, il me semble qu'en tout cas, en fact-checking, on est revenu beaucoup sur des éléments de langage du gouvernement, et Macron, il est autant fact-checké chez nous que les autres. Et avant même Macron... Pardon ?
Oui, mais il est présenté de manière systématique. C'est-à-dire qu'on est sur d'abord, on présente ce qu'il dit comme si c'était un fait, comme si ses paroles étaient une parole d'expert, alors que c'est un membre du gouvernement qui dit quand même, pour l'ensemble des membres du gouvernement, hein, c'est pas une critique pour lui particulièrement, plus d'âneries que de choses intéressantes. Et ensuite, éventuellement, avec un délai qui est le temps du fact-checking, un retour en arrière. Ce qui n'est pas du tout le cheminement qui donne confiance. Moi, si vous commencez par me dire n'importe quoi pendant des semaines, et après, au bout de 3 semaines, vous me dites « Ah, effectivement, on s'est trompé », moi, je ne regarde plus. Je pense que, là, pour le coup, dire n'importe quoi, présenter les choses comme ça, c'est pas notre objectif. Ouais, j'arrive pas en fait à me retrouver dans ce que vous dites en fait, mais cette méfiance on l'a sur tous les sujets. Hein. Et avant la réforme des retraites, c'était sur d'autres sujets. On nous reproche pourquoi est-ce que vous parlez plus de tel sujet ou tel sujet. Qui est des lignes éditoriales sur les différents journaux, oui, c'est un fait, mais comme dans la science, comme dans plein de métiers, nous, on est le journal qui est censé parler à tous les Français, c'est-à-dire, on est le plus regardé de France, etc. Donc, à un moment donné, ça se verrait de toute façon qu'on choisisse de faire porte-voix du gouvernement. On reprend les sujets qui font l'actualité, on prend les thématiques qui font l'actualité, on reprend les phrases du gouvernement, des ministres, du président, etc. Mais c'était le cas aussi au moment de François Hollande, on nous reprochait de servir la sauce de François Hollande et ainsi de suite. Hein, c'est pas que gauche ou droite. Et je pense qu'à un moment donné, notre objectif à nous, en tout cas en tant que fact-checker, je vais parler de mon domaine, c'est de renouer cette confiance-là, c'est-à-dire de reprendre ce discours et de l'analyser et de ne pas dire ils ont raison ou ils ont tort, mais de le confronter comme on le fait pour les opposants politique à l'enquête et à la réalité des faits, des chiffres, etc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. On va prendre rapidement les 2 dernières questions rapidement. Moi, c'est assez rapide. À chaque fois, vous dites les complotistes, les personnes qui véhiculent, qui produisent les contenus complotistes, on ne peut pas les convaincre. Et les personnes qui les suivent, qui reproduisent, c'est plus difficile. Mais en fait, la question, c'est, je pense qu'il y a une opposition qui est convaincre et persuader, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes ressorts. Est-ce que du coup, est-ce que vous confirmez oui ou non que c'est vraiment totalement différent? Comment on lutte dans un cas et dans l'autre? Est-ce que c'est votre boulot? Et si c'est pas votre boulot, à qui c'est le boulot? Donc, ça fait 4 questions en une. Merci pour moi. Je vais avoir du mal à répondre rapidement. En gros, j'ai l'habitude de considérer qu'il y a 5 choses. Il y a communication, persuasion, influence, manipulation et propagande. Et que ces 5 choses mobilisent non seulement des outils différents, mais en plus des ressources cognitives différentes. Dans certains cas, on va s'adresser au niveau de l'opinion, dans d'autres cas au niveau de l'attitude, dans l'autre cas au niveau des représentations sociales. Donc ça va être des actions qui vont porter sur des niveaux individuels de jugement, d'autres sur des niveaux sociaux de jugement. Donc en fait, vous avez raison, on n'est pas obligé de rester sur l'idée qu'on ne convaincra jamais quelqu'un qui croit par un argument rationnel en disant du coup, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est une chose qui est la persuasion. Mais effectivement, derrière, il peut y avoir d'autres choses. On peut jouer sur l'influence, c'est-à-dire le rapport de force entre les différentes collectivités. On peut jouer sur les représentations, c'est-à-dire les symboles, les valeurs que les gens peuvent lier à un objet. On peut jouer aussi sur... qu'est-ce que j'ai dit? Influence, communication, persuasion, manipulation. On peut jouer aussi sur l'engagement. On a beaucoup parlé de biais cognitifs. Pascal Wagner-Egger est un spécialiste ici sur les biais cognitifs et notamment les tendances qu'on a à continuer dans le même registre d'action lorsqu'on a commencé à émettre une action favorable. Et donc effectivement, les choses sont plus complexes. Et la limite, c'est que c'est complexe et qu'il faut scoltiner la complexité. L'avantage, c'est qu'on n'est pas condamné à avoir perdu ce combat-là à l'avance. Et juste sur la question des journalistes, nous, notre job, c'est pas de persuader, on n'est pas là pour convaincre. Donc ça rebondit aussi sur la question qui était juste derrière vous. Qui doit le faire? C'est dans le débat, en fait. C'est à un moment donné, il faut être sur le même terrain, sur les réseaux sociaux, je pense. Je sais pas, mais les chercheurs, les spécialistes... Je crois qu'il faut aller plus loin. Je crois que c'est une vraie question. Qui doit se coltiner ça? Alors,
je lance un truc comme ça. Il y a eu récemment, donc il y a un mois à peu près, les assises nationales contre les dérives sectaires organisées par l'ami Vilude, qui a été rattaché au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui lui-même est un service du ministère de l'Intérieur. Donc tout ça pose effectivement des questions à chacun des niveaux que je viens d'évoquer, mais qui essaye de mettre ensemble des associations, des réseaux, des chercheurs, des collectivités locales et tous les services de l'État qui vont depuis la sécurité publique jusqu'à la partie la plus citoyenne du ministère de l'Intérieur. Donc, sur quoi ça va déboucher ? On n'en sait absolument rien, c'est en train de déboucher. Mais on peut imaginer qu'effectivement, ce ne sont pas les chercheurs dans leur coin tout seuls qui produisent des modèles abstraits qui vont arriver à faire ça. Ce n'est pas non plus, éventuellement, l'énergie considérable mise par les youtubeurs pour véhiculer ça, qui eux-mêmes, en plus, à mon avis, ont cette fragilité de pouvoir être attaqués individuellement et non pas le poids d'une institution derrière pour pouvoir résister aux attaques. Ce qui pose un vrai problème de structuration sociale et politique. Et je pense que les REC, du coup, sont un élément de structuration de ça, c'est-à-dire de création d'une collectivité, en tout cas d'une solidarité. Voilà, donc votre question, en fait, elle est extrêmement importante, difficile à gérer comme ça en 2 secondes, mais j'allais dire relativement programmatique aussi. Sinon, on doit rendre évidemment la main, vous pouvez le voir, s'il ne va pas disparaître tout de suite, Pascal. Oui, vous allez au burger tout à l'heure, vous achetez un burger, c'est ça? Non, je blague. La conclusion rapidement, Sébastien, parce que ça piaffe derrière, Fantine et son équipe. Très bien. Pour répondre à la dernière question, moi, je voulais peut-être donner un message un peu d'espoir, ou je ne sais pas, mais je rappelais que les gens changent d'avis, les gens changent tout le temps d'avis. Vous tous ici, vous avez changé d'avis de nombreuses fois dans votre vie sur tout un tas de trucs, et vous changerez d'avis à l'avenir sur tout un tas de trucs. Simplement, quand les gens changent d'avis, parfois, ils ne s'en rendent même pas vraiment compte. Ils pensent qu'ils avaient toujours été de cet avis-là. Il y a des effets d'illusion comme ça. Mais on peut changer d'avis, simplement, ça prend parfois un peu de temps. Donc l'idée qu'on peut persuader quelqu'un ou le convaincre sur le champ, bon, ça ne marche pas à tous les coups, quoi. Ça marche même quasiment jamais, ça dépend des sujets. Mais peut-être que causer à quelqu'un, ça peut mettre une petite graine qui va faire son job, peut-être dans 2 mois, 5 ans ou 10 ans. Ça aura servi à quelque chose. Donc, on peut causer aux gens, on peut essayer de convaincre, on peut essayer de parler. Ça a peut-être un effet. Merci tardif. Sébastien Dieguez. Merci à nos invités qu'on applaudit à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions très intéressantes.